cette image pour nous permettre de nous rattacher à cet univers assez particulier, fascinant, troublant en même temps. Cette observation pendant un temps assez long de Saraceno, de ces petites bêtes qui peuvent arriver à faire des structures qui le fascinent en tant qu'architecte, puisqu'elles construisent un habitat, elles se retrouvent à l'intérieur. Mais fondamentalement, ce qui est aussi expliqué, c'est que l'élément principal auquel Saraceno s'attache dans cette exposition est l'air, A-I-R, c'est l'air. Donc, tout son projet, le déploiement de sa réflexion artistique concerne l'air. L'air qui est un acteur principal pour nous, je veux dire, on en a besoin, c'est peut-être ce qui nous touche immédiatement, ce qui est en contact avec nous au niveau de la peau, mais aussi que nous respirons profondément. Mais en même temps, cet air, la majorité du temps, est invisible, c'est-à-dire qu'il échappe à notre perception visuelle. Et pourtant, Saraceno veut permettre aux spectateurs, aux différentes personnes qui rentreraient dans son exposition, de réapprendre à sentir la présence de l'air. Donc, on peut lire ensemble. Voilà, je vous ai retranscrit un petit passage de la part de l'œil, où il est écrit « L'air est central. Thomas Saraceno insinue une nouvelle ère géologique ». Donc là, évidemment, il y a deux sons similaires, mais ça désigne autre chose. Donc, une nouvelle ère géologique qu'il nomme aérocène. Donc, c'est pas lui directement qui est créateur de ce terme. Cette notion a été émise lors de la COP 21 en 2015, donc la conférence mondiale qui touche le climat. Et il va reprendre cette notion qui va venir s'expliquer dans quelques lignes. Donc, Thomas Saraceno peut être considéré comme un artiste visionnaire, c'est-à-dire qu'il est extrêmement attaché à des problématiques qui sont celles que nous partageons aujourd'hui. Et à partir de ce moment-là, il va déployer un imaginaire, il va permettre, à travers les différentes expériences qu'il nous propose, d'entrer en interaction avec l'air. Donc, quand on utilise le terme aérocène, aérien, la question de l'air, on entend instaurer une collaboration éthique avec l'atmosphère et l'environnement. Pour lui, développer un nouveau mode d'être, l'être aérosolaire, donc soleil et air, cet être aérosolaire qui aurait la capacité de parler avec l'air, c'est-à-dire d'entrer en contact sensible, donc à partir de notre perception sensible, avec ce que l'air nous dit, de quoi il est chargé, par où il s'abîme, comment il nous alimente ou nous atteint, pour réajuster notre relation avec l'air. Donc, si vous voulez, Saraceno est intéressé par cette dimension-là parce que ce serait pour lui une façon aussi d'échapper comment dit-on ça, aux ressources, d'essayer de se détacher un peu des énergies fossiles que nous exploitons et où nous entravons une partie de l'équilibre de la Terre. Donc, pourquoi ne pas utiliser l'air pour essayer de l'employer comme principe de déplacement? Dans une certaine mesure, on le fait déjà quand on parle, l'air est un support ou une matière pour la communication, pour l'information. En anglais, air désigne aussi l'antenne. Si vous voulez, la manière dont on peut faire se déplacer l'informatif, par exemple les ondes radio, donc utilisent ce mode-là. Donc c'est une dimension qui va intéresser fortement Saraceno. L'air est un support ou un milieu de communication, c'est le support de nos échanges, c'est le support de nos conversations. Donc cette dimension, on va la voir valorisée dans une de ses créations prochainement. Donc c'est pour ça que cet air, il est lié à une dimension vitale pour nous, mais aussi il va lui permettre de solliciter une part de conscience différente par rapport à la manière dont nous allons communiquer au niveau de l'interaction avec d'autres espèces.
Voilà, je vous remets une image avec l'identification. Donc, dans une des salles du Palais de Tokyo, je vous avais expliqué, le visiteur rentre dans un espace qui est complètement plongé dans l'obscurité. Là, je pense vous arrivez à voir l'ensemble de ces toiles sont placées, viennent s'accrocher dans des structures géométriques simples, faites d'arêtes, des cubes qui forment arêtes. Et donc, quand on s'approche, il y a une complexité qui est bien perceptible. Ce qui, je crois, peut nous ramener aussi à l'idée du réseau, parce que je crois vous avoir dit, la toile, pour Saraceno, est aussi la métaphore des liens sociaux, des échanges entre les êtres humains. Mais peut-être que par rapport à ce détail, si vous voulez, de cette composition, on pourrait imaginer une forme de vue aérienne très, très, très haute qui nous montre une densification, par exemple, d'un espace urbain, une espèce de cartographie qui pourrait être réalisée des êtres humains donc dans certains lieux. Mais en même temps, ça peut nous projeter totalement dans le caractère cosmique, donc la route céleste, bien au-delà. Donc il y a vraiment des approches qui sont tantôt au niveau de la Terre, de notre mode de fonctionnement sur Terre, et puis des évocations beaucoup plus larges. Ça pourrait devenir comme des constellations, comme des galaxies de voie lactée. Donc il y a une projection en même temps poétique, il y a tout un imaginaire qui peut se déployer par rapport à la présence de ces toiles que l'on retrouve devant les yeux. Ce qu'on nous dit aussi, c'est que Thomas Saraceno, étant passionné des sciences, étant passionné d'écologie, il s'interroge sur la manière dont les araignées peuvent être sensibles à la perception des vibrations cosmiques. C'est-à-dire que l'araignée ne réceptionnerait pas simplement les vibrations qui se passent là, sur les quelques centimètres où elle habite, si vous voulez, où elle a déployé sa toile, mais il semble qu'elle ait une capacité à percevoir ce qui se manifeste beaucoup plus largement à un niveau cosmique. Par exemple, des météorites qui se désintègrent lorsqu'elles pénètrent dans l'atmosphère terrestre seraient manifestées par des types de vibrations ressenties par les araignées, la présence des poussières qui peuvent se déployer dans l'air, tout un tas de manifestations. Mais la question peut-être qui vous vient à l'esprit en même temps, c'est de se dire comment se manifeste cette réaction de l'araignée à ces différents types de vibrations, comment y répond-elle, comment l'homme peut-il imaginer, percevoir ce type d'interaction entre l'araignée et différents moments, différentes particularités du fonctionnement de l'atmosphère. Donc ce sont des questions, je vais vous mettre après un petit texte sous les yeux, qui ont été formulés évidemment par Saraceno. Mais encore ici, un autre moment où vous arrivez peut-être mieux à vous rendre compte justement des dimensions. Vous voyez, il y a sur la partie droite de l'image un cube avec donc des structures tissées. Vous en avez une qui occupe l'espace central, qui apparaît un peu comme un grand cocon. Vous voyez, c'est une forme ovoïde, très très dense. Et là, l'élève qui a partagé cette rencontre expliquait qu'il y avait à l'intérieur véritablement une espèce de petite nurserie, si vous voulez. C'était l'araignée avec ses jeunes qui étaient présents. Donc, il y avait un monde assez dense à l'intérieur du cocon et qu'on venait régulièrement nourrir par les petites mouchettes. Donc, ce qui peut expliquer peut-être cette concentration justement de fils, donc montrant presque une opacité. Et vous pouvez vous rendre compte qu'on soit à l'avant à gauche ou à l'avant à droite, il y a de nouveau d'autres structures géométriques proposant donc cette proximité, déployant évidemment un univers assez complexe par la présence de ces différentes araignées tissant dans une proximité assez forte, assez grande. Voilà, on nous dit l'une des questions qui sous-tend ce travail est de se demander comment une araignée peut saisir ce qui se passe
à une échelle plus grande, voire cosmique. Il faut les observer, s'appuyer sur leurs connaissances. On a découvert que 500 araignées vivaient au palais de Tokyo. Nous nous sommes dit, elles vivent ici, partageons l'espace, tendons-leur un micro. Cela déjà, peut-être, pour vous mettre sur la voie, il y aura des équipements techniques associés à cette installation qui vont permettre à notre capacité sensorielle, à notre perception sensible, de partager ce qui est parfois de l'ordre de l'insensible ou de l'inaudible pour nous. Donc, il y aura un transfert, une intensification par le biais de la technique. De fait, des haut-parleurs installés ici et là diffusent le bruit des vibrations provoquées par les bêtes sur leur toile. Pour Thomas Saraceno, une vibration est quelque chose qui sollicite autant l'ouïe que la vue et le toucher, qui ouvre des canaux de communication et de socialisation qui transcendent les sens et les limites des espèces. Et de rappeler qu'une grande majorité des araignées peuvent à peine voir et entendre, et qu'il s'agit pour le spectateur, lui aussi, de se laisser aller à une exploration de formes alternatives d'apprentissage par les sens. J'avais fait un petit lien en parlant des propos de Vinciane Després, Habiter en oiseau, qui était intéressée non pas d'étudier uniquement la manière dont l'oiseau vit dans un espace, mais voir en quoi il peut constituer une forme d'apprentissage nouveau pour l'homme. Donc, solliciter une dimension de cohabitation différente parce que, par l'intermédiaire de nos sens, on aurait appris, en regardant l'oiseau, une autre manière d'être au monde. Si vous voulez, ce phénomène est assez similaire dans le cas du travail de Saraceno. Que pouvons-nous apprendre des araignées? Comment au mieux les découvrir par une observation lente et pouvoir alors valoriser certaines attitudes qui nous amèneraient à réfléchir sur notre manière d'entrer en communication avec notre environnement, avec l'atmosphère. Donc, on aurait des formes alternatives proposées par d'autres espèces qui pourraient nous ouvrir à une dimension sensible d'un autre ordre. Apprendre par nos sens. Si vous voulez, utiliser notre capacité sensible pour un apprentissage d'un autre type que simplement un savoir ou une connaissance qui relèverait de la théorie ou du rapport intellectuel. Donc, c'est aussi essayer de découvrir une nature sensible différente chez l'être humain et peut-être aussi d'en mesurer les limites. Donc, de voir là où nous sommes confrontés à certaines limites sensorielles, là où d'autres espèces ont d'autres potentiels sensibles. Donc, quelque part, on est programmé d'une certaine façon, on est bien d'accord, mais de pouvoir justement être ouvert à d'autres modes, d'autres manières d'être, d'autres modes de cohabitation avec l'environnement, avec l'univers, qui ne sont pas les nôtres, mais peut-être de mesurer que même si nous ignorons certaines manières de vivre et d'habiter dans notre environnement par d'autres espèces, malheureusement, nos agissements ne sont pas respectueux de ces autres formes de vie. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Donc, même si notre sensibilité nous est renvoyée par rapport à ces limites, il est peut-être intéressant de découvrir, notamment par le propos artistique et la mise en place d'installations, d'autres manières d'être et de s'interroger sur l'impact de nos gestes, de nos actions, qui peut-être dérangent, mettent fin, je veux dire, endommagent cette autre présence avec une forme de sensibilité d'un autre ordre. Donc, c'est un peu l'enjeu, si vous voulez, du travail de Saraceno, que de fonctionner comme cela. Si vous voulez, l'araignée tisseuse, l'araignée par l'intermédiaire de sa toile, permet de saisir le rapprochement humain et araignée, déjà deux manières d'être qui se passent dans un même espace, donc dans un espace commun. Chacun participe à sa manière à cet environnement global.
Donc, si vous voulez, on est dans un même réseau. On communique de manière différente, mais on est ensemble dans cet espace, donc on forme un espace commun. La question serait la présence des araignées, la présence des déplacements d'air, la présence des êtres humains, de la poussière, tout ce qui se passe au niveau des océans. Donc tout ce qui se perçoit très très profondément, tout ça en fait cohabite, fait partie d'un même système. Comment ces différents éléments pourraient-ils arriver à parler ensemble? Je veux dire, là, c'est peut-être utopiste, mais c'est un propos très très large qui pousse Saraceno à travailler dans cette relation, nous l'avions dit, où en tant qu'architecte et ingénieur, il sollicite les découvertes mises en œuvre par les scientifiques, la biologie, ce qui concerne l'astrophysique, ce qui concerne la musique, les propos artistiques, donc l'anthropologie, tout ça ne peut que établir des liens, des possibilités d'ouverture dans cette diversité, dans cette complexité du vivant. Voilà, par rapport à la question qui avait été posée, vous voyez peut-être mieux ici. Vous voyez cette sorte d'installation combinatoire, comme ça, d'ensemble de petits volumes cubiques, parfois plus parallélépipédiques, dans lesquels sont placées les différentes toiles. Et donc, il y a tout un jeu de mise en scène avec un éclairage qui valorise, qui fait se détacher les toiles de ce fond sombre et qui peut nous amener à une dimension aussi d'un imaginaire et d'une poésie sans limite. Je ne sais pas si vous voyez mieux peut-être l'idée des dimensions avec la multitude comme ça des éléments qui sont rattachés, raccrochés les uns aux autres pour cette grande installation. Alors Saraceno de dire, nous ne sommes pas seuls sur cette planète. J'ai conçu cette exposition comme un questionnement sur nos relations les uns avec les autres, entre animaux, humains et non humains, l'air, les planètes, les phénomènes du cosmos. Cette exposition est une manière d'étendre notre perception du monde. La commissaire, Rebecca Lamarche-Vadel, précise, Thomas Saraceno est un artiste extrêmement surprenant, puisqu'il nous emmène sans cesse au-delà du monde de l'art. Il mêle architecture, biologie, écologie ou musique. Toute son œuvre repose sur l'idée que nous sommes tous connectés, nous sommes tous donc en relation, en lien, et qu'il est absolument urgent que nous en prenions tous conscience pour des raisons écologiques et éthiques. Donc il y a un enjeu écologique dans sa réflexion, et je pense qu'on peut comprendre que le fait d'utiliser un espace d'exposition, donc un espace artistique, ça peut mettre à disposition d'une plus grande partie de la population tout un ensemble, je dirais, d'idées ou de prises de conscience élaborées par les différents domaines, donc architecture, biologie, écologie, anthropologie, etc. Donc, le propos artistique là sera un partage, serait une sorte, dans le bon sens du mot, de vulgarisation, moins par un propos théorique que de vivre des expériences sensorielles qui peuvent parfois surprendre la personne et mettre en œuvre finalement un déclenchement, une prise de conscience d'un autre type. Et je me dis que parfois, par rapport aux différents médias qui répètent, qui ressassent, qui tentent d'enfoncer certaines idées, il est peut-être simplement plus simple de se laisser surprendre par la qualité d'une expérience sensible. Et là, malgré soi, je veux dire, il y a un éveil qui s'est mis en œuvre. Je pense que l'art participe de cet éveil, je veux dire, joue un rôle considérable dans cet espace offert avec une autre dimension sensible qui fait que tout s'enclenche à ce moment-là. Ça va? Vous voulez réagir ou c'est logique jusque-là? Ça vous semble compréhensible?
Oui, très bien. Ce qu'il y a, c'est que ce genre d'exposition, enfin, ce genre de démarche que je trouve vraiment très intéressante, euh, quel public touche-t-elle? Et c'est toujours ça la question, c'est de comment arriver à toucher un public large avec ces problématiques. Voilà, c'est un peu la réflexion que je me fais pour le moment. Oui, il semble que ici, par rapport à l'article, donc dans la part de l'œil, ça a drainé mais énormément, énormément de gens de tous les Mhm. horizons. Et les deux élèves à Brême qui sont allés, je ne sais pas vous dire si c'était au début, au milieu ou à la fin de la durée de l'expo, mais deux salles au moins, elles n'ont pas pu les découvrir parce que les files d'attente étaient beaucoup trop Ah importantes oui, ah, pour d'accord. pouvoir rentrer et vivre, si vous voulez, certaines expériences sensibles. Mhm. Donc, je crois qu'il y a eu un nombre, mais vraiment très diversifié de personnes et un intérêt peut-être pas imaginé au départ, hein, mais que Oui, oui, l'exposition oui. finalement a obtenu pendant sa durée. Mhm. Très bien, super. Voilà, par rapport à votre perception. Oui. Si vous voulez, par l'intermédiaire de l'art, c'était aussi des réflexions qui s'étaient posées au niveau d'Antaï, de Jean-Luc Nancy. Par l'intermédiaire de l'art, il y a des accords, il y a des connexions, des rapprochements qui vont s'opérer entre différents types d'acteurs, en Mhm. restant, comme le veut le texte ici, au niveau des humains, de ce qui est non humain et de ce qui est toute trace de présence vivante, si vous voulez, à l'échelle donc du cosmos. Et la question que soulève aussi le propos de Saraceno, c'est que ces différentes présences vivantes ne communiquent pas de la même façon, n'utilisent pas les mêmes signes de communication. Donc, on est devant l'évidence, une communication interespèce, interspécifique, qui entraînerait tout le monde dans un possible échange. Je pense que là, on est devant quelque chose d'impossible. Mhm. D'office, la diversité de notre présence au monde, les développements sensoriels tellement différents, empêcheraient de rejoindre cette idée assez utopiste où tout le monde pourrait parler ensemble. Mais tout va passer dans le travail de Saraceno par la dimension sensible. Donc, le travail artistique est un travail sur le sensible par l'usage de notre composante sensorielle. Et Maud Hagelstein relève cette petite phrase à un moment donné dans son article qui fait écho à Gilles Deleuze, qui évoquait que l'art a pour fonction de rendre sensible l'insensible. Mhm. Rendre sensible l'insensible. Vous savez, on lit souvent que Paul Klee disait « l'art rend visible l'invisible ». Et si Gilles Deleuze va plus loin, c'est pas uniquement ce qui touche à la visibilité, c'est l'ensemble des manifestations sensibles. Donc l'art aurait pour fonction, permettrait de rendre sensible l'insensible. L'art permettrait de donner une réalité, de mettre en forme, si vous voulez, de donner une réalité matérielle à des éléments, à des manifestations, à des forces qui pourraient ne pas être perçues par nous. C'est-à-dire nous mettre devant l'évidence de nos limites sensibles. Ce sont des choses très simples, hein, vous le savez mieux que moi. Je veux dire, quand on regarde un ensemble de nuances de couleurs, on sait que notre œil, physiologiquement, peut en accueillir autant de milliers entre donc la variation des infrarouges jusqu'aux ultraviolets. Et qu'il y a d'autres espèces qui vont ressentir, donc approcher d'autres manifestations colorées que notre œil ne peut pas recevoir. C'est pareil au niveau auditif. Nous avons une capacité, et même entre nous, hein, toutes nos oreilles ne reçoivent pas tous les aigus ou tous les graves de la même façon.
tout le domaine de l'ultrason et quand on continue à déployer des particularités sonores, nous ne sommes pas, comment je dirais, créés, faits de manière à pouvoir recevoir tous les types de sons qui existent. Vous avez des espèces vivantes qui réagissent à des manifestations sonores qui nous restent totalement non perceptibles. C'est ça l'insensible. Si vous voulez, les manifestations sensibles existent, mais notre constitution physiologiquement ne nous permet pas de les recevoir. Donc, Saraceno va devoir utiliser un mode de transfert, ça c'est la technique qui va l'amener dans son travail, pour nous faire vivre des expériences auxquelles nous n'avons pas accès en temps normal, dans le cours habituel de notre quotidien. Il y a peut-être un élément important à signifier à ce moment-là, c'est que Saraceno est argentin et il est noté par rapport à des interviews dont il a fait l'objet, notamment par la commissaire, que Saraceno, s'il veut, par le biais de l'installation artistique, proposer une extension, déployer autrement donc nos capacités perceptives, c'est par rapport à des expériences qu'il a vécues avec les chamans. Donc, sur son continent de naissance. Donc, en Argentine, il aurait partagé ces moments où le chaman, par le son, à travers le son, accède à des présences donc, dans le monde qu'il ne rejoint pas en temps normal. Donc, Saraceno de dire « les chamans sont par définition des êtres capables de franchir les limites entre les espèces. » Pour Saraceno, les chamans sont des médiateurs avertis d'une communication interespèce, interspécifique, comme il le note. C'est-à-dire qu'il aura le souhait, à sa façon à lui, à la suite de cela, d'essayer de nous faire explorer, de nous faire éprouver d'autres dimensions sensibles par une intensification auditive ou par la présence tactile, par le côté vibratoire, justement. Ça va par rapport à cette idée ? J'avais une question pour toi, Anne. Oui. Je me disais, puisque la commissaire de l'exposition disait elle-même que c'est un artiste qui nous emmène au-delà du domaine de l'art. Oui. Pourquoi est-ce qu'il n'expose pas dans un musée de sciences naturelles? Est-ce qu'il aurait eu le même impact? Est-ce que son message ne serait pas passé finalement de la même manière? Peut-être que la majorité des visiteurs de l'exposition au Palais de Tokyo étaient là pour la fascination du travail des araignées plus que pour le concept même de Saraceno. Alors là, oui, je pense que c'est intéressant d'essayer de comprendre ce qui est recevable. C'est vrai qu'il y a plusieurs degrés, hein. C'est comme dans une pratique antérieure, on se pose la question du niveau d'interprétation que l'on a d'une œuvre d'art, entre la description, entre reconnaître tel style, tel type, peut-être l'artiste, et puis progressivement pénétrer le sens des différents éléments retenus par l'artiste, les valeurs, je dirais, qui peuvent être au-delà d'une narration, une dimension métaphorique, une dimension symbolique, etc. Je pense aussi que probablement tous les spectateurs n'ont pas accepté de franchir le seuil, de dépasser simplement la fascination de la toile, ou peut-être de changer déjà d'attitude en se sentant un peu plus à l'aise par rapport à l'araignée qui pourrait peut-être les angoisser. Mais je vais justement vous permettre de découvrir d'autres propositions. Vous allez peut-être voir que le spectateur va devenir plus acteur lui-même et qu'il existerait à ce moment-là, pour celui qui le veut en tant que spectateur, hein, des questions qui se formuleraient parce qu'il y a tout un contenu scientifique qui vient s'associer à ce travail.
dans la mesure où de moins en moins le propos artistique ne fonctionne isolément par rapport à d'autres domaines qui nous transmettent, si vous voulez, des formes différentes de lecture. Donc ça, je pense qu'on doit aussi, on s'y prépare peut-être différemment, hein, par le biais d'expositions parcourues ou de lecture ou de partage d'histoire de l'art. Nous interrogeons sur quelle est aujourd'hui la finalité de l'art, quelle fonction pourrait-il remplir, quelles problématiques il peut soulever. Donc, on a probablement une capacité de discernement différente de celui qui pousse peut-être la première fois à la porte, quoiqu'il y a des gens qui aient une intuition très juste aussi, hein, dans les manifestations proposées. Mais la question me semble tout à fait pertinente. Il y a différents degrés de réceptivité, de réflexion qui peuvent être déployés par le spectateur, alors que les signes, si vous voulez, mis en œuvre par l'artiste sont les mêmes pour tout un chacun. Mais ça dépend à chaque fois, évidemment, de notre capacité à déployer une relation de qualité avec ce qui est proposé et d'aller en saisir un sens avec plusieurs dimensions qui sont mises en œuvre par l'artiste. Donc, c'est pas facile d'avoir certains repères au niveau astrophysique, au niveau architecture, au niveau biologie, au niveau anthropologie, etc. Ce qui fait la particularité de Saraceno, puisqu'il travaille dans une collaboration extrêmement ouverte, extrêmement élargie. Je vous glisse, voilà, une image qui s'inscrit dans un autre travail, de nouveau par rapport à une salle qui est plongée dans l'obscurité, et qui est un dessin, si on traduit simplement le titre, fait avec des particules de matière. Et ces particules de matière, il s'agit de poussière. On va dire la poussière, c'est très présent autour de nous. En même temps, on n'en est pas toujours conscient parce qu'on ne les voit pas toujours. C'est difficile de les ressentir. Je veux dire, c'est extrêmement léger. Parfois, on peut, par l'olfactif, pénétrer dans un lieu où on sent la concentration de poussière. Et ici, ce qui est proposé, je dois vous raconter les choses parce que je ne sais pas vous montrer les différents temps de cette œuvre, mais je vais tenter de vous la faire comprendre. Donc, on dit que Saraceno isole un nuage de poussière. Donc, c'est vrai que vous avez probablement tous déjà vu ça quand vous êtes dans un espace qui a un rayon de lumière, qui filtre à un moment donné, et que vous observez, vous voyez tous les éléments qui flottent dans l'air, qui se déplacent plus ou moins rapidement. Donc, il y a des manifestations dont on a un ensemble de paramètres réunis qui nous rendent cette présence de la poussière, cette présence du nuage de poussière. Donc, ici aussi, l'idée est d'utiliser un faisceau de lumière pour valoriser cet ensemble de poussière. Ces particules se déplacent, elles voyagent avec une certaine vitesse, plus ou moins donc lente ou rapide. Et directement, Saraceno, avec son équipe, va utiliser des caméras, nous dit-on, des caméras qui vont enregistrer le déplacement des poussières. Parce que ça ne se voit pas, je dirais très précisément. Les déplacements, les mouvements des poussières vont être enregistrés par des caméras et convertis en son. Donc, il est utilisé ce mot, elles sont sonifiées. Donc, les poussières se déplaçant sont sonifiées. Il y a une sonification. C'est-à-dire que la manifestation étant tellement peu visible pour l'œil humain, il opère un transfert. Donc, il va solliciter ce qui sera auditif. Donc, le déplacement des poussières peu visible, enregistré par un type de caméra, va être diffusé sous la forme de fréquences sonores, d'ondes sonores. Donc, sonification. Et ce qu'on nous précise, c'est que ces fréquences sonores vont être diffusées dans l'espace, là où se trouve la toile d'araignée que vous avez sous les yeux. Cette araignée étant en train de travailler, elle va interagir avec donc ces vibrations supplémentaires, des mouvements vibratoires avec lesquels donc peut-être va-t-elle correspondre
Donc, il y a interaction, il y a collision entre la présence de ces poussières cosmiques qui sont là dans le lieu, et la sensibilité extrême de l'araignée qui réceptionne donc tout ce qui est présent autour d'elle par le biais des vibrations. Les spectateurs sont présents dans leur lieu, donc ces spectateurs se déplaçant vont augmenter évidemment le déplacement des poussières, qui va donc solliciter un enregistrement de fréquences sonores d'un autre type, augmenté, donc qui va de nouveau être envoyé à l'araignée. Donc la question, c'est de savoir, quelque part, l'araignée répond, sous quelle forme, comment le lire, de quel ordre peut-on interpréter ces éléments. Ça reste plutôt des questions ouvertes que d'avoir directement des réponses. Donc, Saraceno procède à un transfert de l'ordre du visible à l'ordre de l'audible. Et à partir de ce moment-là, il va nous rendre plus recevables certaines perceptions sensibles, c'est-à-dire nous permettre de nous rapprocher d'une réalité de matière dans l'air avec laquelle nous avons très très peu de possibilités d'échange. Donc, dans la part de l'œil, il est inscrit, on devine bien l'enjeu écologique, nous faire percevoir l'insensible. On reprend ce terme de Deleuze. Donc, ce qui est là, mais difficilement recevable pour nos sens. Nous faire percevoir l'insensible. Serait, selon l'artiste et ses collaborateurs, donc toute son équipe, scientifique, technique, le moyen de prendre conscience en retour de notre impact sensible sur les autres vivants, sur l'environnement. Plusieurs de ces œuvres se donnent par exemple pour mission de nous faire voir, de nous faire entendre la pollution atmosphérique. Donc développer une sensibilité profonde, donc sensibilité que l'on va exercer d'une manière qualitative, donc beaucoup plus grande, développer une sensibilité profonde, semble bien être l'enjeu écologique fondamental. L'écologie prise comme question des rapports, comme question de notre participation collective à un environnement commun. Donc environnement commun, c'est-à-dire notre place dans l'ensemble des manifestations des espèces, tout ce qui est l'expression du vivant. Donc l'écologie prise comme question des rapports, comme question de notre participation collective à un environnement commun, appelle un travail par le sensible de ces rapports. Ça va par rapport à cette notion? Donc, un relevé de manifestations de présence d'éléments vivants dont certaines réalités échappent totalement à nos sensations parce qu'on est là confronté aux limites de nos perceptions sensorielles, et par l'intermédiaire de déploiements scientifiques et techniques, par l'idée de transférer une dimension sensorielle vers une autre dimension sensorielle, on a une possibilité de découvrir la manière dont fonctionnent ces rapports. Donc cette manifestation, si vous voulez, qui est à l'échelle du collectif, nous sommes parmi, nous faisons partie intégrante d'une structure très large, interespèce, formant donc cet environnement, cet espace commun, où tout fonctionne par la réalité sensorielle. Ça va par rapport à cette idée? Donc c'est là qu'on est dans une dimension écologique. Et elle nous dit, Maud Hagelstein, qu'il y a plusieurs personnes, je veux dire, Thomas Saraceno n'est pas le seul à valoriser ces questions, en tout cas à mettre en place cet enjeu. Et je vous avais mentionné en parlant au tout début de la part de l'œil et du choix de cet article, l'auteur américain David Abraham, qui va vivre des expériences de rencontres avec des sociétés très attachées à l'oralité à travers différents endroits du monde, et qui, à partir de cette théorie,
à partir de cette expérience, on va faire des liens avec des concepts, avec des aspects plus théoriques. Lui-même aussi, David Abraham, étant extrêmement intéressé par les pratiques chamaniques, donc comme aussi Saraceno a pu le vivre. Et voilà, extrait du livre Comment la Terre s'est tue pour une écologie des sens. Donc, un passage en page 51 repris dans La part de l'œil. David Abraham note ceci, donc en anglais, mais nous le recevons dans la traduction française. La moderne humanité civilisée ne perçoit tout simplement pas distinctement, ou même pas du tout, la nature environnante. Les expériences qui avaient transformé l'objectif de ma recherche dans les zones rurales de l'Indonésie et du Népal m'ont enseigné que la nature non humaine peut être perçue, vécue de manière bien plus intense et nuancée qu'on ne le reconnaît en général en Occident. Qu'est-ce qui rend possible cette sensibilité intense à la réalité extra-humaine? Cette attention profonde aux autres espèces et à la Terre, dont témoignent tant de cultures, et dont le manque au sein de la mienne, donc lui américain, européen, occidental, laissait désormais mes sens éteints et affamés. Si l'entre-accordage des sens humains à la nature environnante qui caractérise les cultures natives est lié à un mode primordial de perception-participation, comment la civilisation occidentale s'en est-elle retrouvée soustraite? Comment, en d'autres termes, sommes-nous devenus si sourds et si aveugles à l'existence vitale d'autres espèces et au milieu animé qu'elles habitent, de telle sorte que nous pouvons aujourd'hui, sans même y penser, les vouer à la destruction? On est au début de l'ouvrage de David Abraham, donc un ouvrage, voilà, j'ai ici devant moi, qui compte près de 350 pages. Et dès le départ, si vous voulez, pose ce constat qu'il est le premier, j'allais dire à regretter, et qui ouvre cette question: que s'est-il passé dans cette société civilisée, dans cette société moderne, pour que tout simplement nous ayons perdu cette capacité sensible à interagir avec toute l'expression du vivant. C'est pas quelque chose qui s'est manifesté hier, mais vous avez probablement autour de vous des personnes qui peuvent vous raconter, ou vous connaissez par exemple des hommes qui travaillent la terre, et qui avaient encore, il y a pas tellement longtemps, cette possibilité de déceler par un tas de manifestations ce qui concernait évidemment cette relation, je veux dire, au climat, aux saisons, des différentes formes de connaissances assez sages de ce que la Terre pouvait révéler, peut-être ce vers quoi on a tendance à retourner aujourd'hui, un réveil de cet ordre-là. Mais il y a toujours des peuples qui conservent cette qualité de relation avec les éléments. Et dans ce même livre, une dizaine de pages avant, dans une rédaction où David Abraham parle de ses expériences, on est non loin de Bali, toujours bien dans cette zone-là de l'Indonésie, et il se tient à l'entrée d'une grotte et il observe. Il observe justement le début du tissage d'une toile, donc par une araignée. Et il raconte la position d'une succession de fils qui se tendent dans l'espace. Et puis, donc là je vous lis plus précisément son texte, et puis il dit « Et soudain, abruptement, ma vision s'est heurtée à une étrange incohérence. Un autre fil oblique à travers la toile qui ne rayonnait pas du point central, ni ne spiralait autour de lui. Une violation de symétrie. »
Alors que je le suivais des yeux, me demandant ce qu'il apportait à la structure d'ensemble, je me suis rendu compte qu'il appartenait à un autre plan que celui du reste de la toile, car celle-ci se brouillait quand le nouveau fil devenait plus net. Et j'ai vu bientôt qu'il menait à son propre centre, à environ 30 cm à droite du premier. Un autre nœud de force, à partir duquel des fils étaient tendus vers le sol et le plafond. Et j'ai vu alors qu'il y avait une autre araignée en train de tisser sa toile, mettant sa tension à l'épreuve en dansant autour d'elle, tissant maintenant sa trame soyeuse autour du point nodal, spiralant vers l'extérieur. Les deux araignées tissaient, indépendamment l'une de l'autre, alors qu'à mes yeux, elles ne semblaient fabriquer qu'un seul motif en interaction. Mon regard prenant du champ m'a bientôt révélé encore une autre araignée spiralant à l'entrée de la grotte. Et soudainement, j'ai réalisé que beaucoup de toiles imbriquées étaient en train de naître entre le rocher au-dessus et le rocher au-dessous. Je suis restée sidérée, hypnotisée devant ce monde qui allait se complexifiant sans cesse, fait de motifs intriqués et vivants. Mon regard, à la manière d'un souffle, aspiré par un groupe de lignes convergentes, puis expiré dans l'espace ouvert, pour être à nouveau capturé par une autre convergence. Mes sens étaient fascinés. J'avais la nette impression d'assister à la naissance de l'univers, galaxie après galaxie. Donc là est racontée cette possibilité, dans certaines parties du monde, de la cohabitation de différentes araignées qui vont donner cette complexité qui nous ramène à travers la perception de David Abraham dans une forme, je dirais, de rapport à la naissance des galaxies et du cosmos. Alors, il est peut-être justement intéressant d'aller découvrir une autre proposition mise en œuvre par Thomas Saraceno, donc dans une autre salle du Palais de Tokyo, vous voyez, qui est plongée, elle, dans la lumière, une grande installation qui est appelée Algorithme. Donc là, vous avez Saraceno lui-même à l'intérieur de cette structure. Donc, si vous voulez, voilà, en vous montrant une vue globale, cette structure est justement une réalisation totalement artificielle de toiles qui pourraient être donc des cohabitations, multipliant les complexités. Vous voyez des fils qui sont tendus entre le sol et le plafond. Ce sont des fils de nylon, ce sont des fils en polyester. À l'intérieur de ces fils, vous voyez suspendues des structures géométriques, un peu comme celles que nous avions pu voir dans son atelier, dans son studio à Berlin. Et puis, vous découvrez que là, les êtres humains, les visiteurs, par nombre, je ne sais pas combien sont autorisés à pénétrer dans la salle, mais c'est là qu'il y avait des files d'attente importantes notamment, sont censés venir toucher, effleurer, si vous voulez, les fils tendus, et de cette manière-là, se positionner un peu dans l'attitude de l'araignée. Là aussi, il y a un usage technique qui va donc transposer ce qui est produit par le contact avec le fil tendu en vibration, soit recevable au niveau de fréquence auditive, ou alors, comme vous pouvez le voir, la personne qui a décidé de se coucher sur le sol parce que tout son corps va directement ressentir les vibrations transposées. Voilà, je vous montre encore en détail. Donc, Saraceno de dire « Nous avions envie de créer un instrument qui puisse être joué par de nombreuses personnes simultanément. Lorsque vous touchez certaines cordes, leurs vibrations sont amplifiées par des haut-parleurs, vous les voyez d'ailleurs à la base des colonnes, et des vibreurs qui produisent des infrasons. Les cordes résonnent à différentes fréquences, certaines audibles, et d'autres ressenties uniquement comme vibrations, hors de la plage de fréquence de l'audition humaine, 6 Hz.
Le sol se transforme alors en haut-parleur, le mieux étant de s'allonger pour que tout le corps devienne comme une oreille. Donc, dans cette salle, nous défions nos sens, nous vous invitons à sentir l'inaudible, à caresser. Donc, voilà, à ce moment-là, quel que soit, si vous voulez, l'espace que l'on retienne, hein, donc, il y a une participation demandée ou sollicitée immédiatement par le visiteur, cette envie de toucher. Donc, l'idée est de mettre légèrement en vibration, donc modifiant un peu la tension du fil. Et ce geste-là pourra être reçu soit par une fréquence sonore que notre oreille peut entendre, soit par une vibration à travers le sol que notre corps va recevoir quand ça touche donc une fréquence sonore qui dépasse notre capacité auditive. Donc là, il y a une volonté de favoriser, si vous voulez, des relations entre le sensoriel, le tactile et ce qui relève de l'audition. Donc la vibration se propage entre l'ouïe, la vue et le toucher. Donc là, vous avez ce qu'on peut appeler une synesthésie, donc un échange entre les dimensions sensibles. Vous savez, quand on parle de ces dimensions de la synesthésie, notamment avec Kandinsky, hein, il voyait, ses yeux voyaient des associations de couleurs, immédiatement il les transposait en valeurs sonores, où il recevait une succession de sons et il les associait directement à des représentations colorées. Donc ici, on est dans la relation entre l'ouïe, la vue et le toucher. Donc là, ce sont des coopérations, ce sont des modes de communication qui peuvent aller au-delà, si vous voulez, des limites des espèces. Ça nous invite à être dans une réceptivité qui n'est pas la forme la plus familière et qui nous permet de nous retrouver un peu telle l'araignée à travers une série d'informations qui, sous la forme vibratoire, nous arrivent. Ça va par rapport à cette autre expérience? Je vous remets la vue. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui souhaitent réagir? Cette manière de faire. Tout vous semble bien compréhensible. Anne, c'est Marie. Oui, Marie. Oui. On n'a pas tellement l'habitude d'employer tous ces sens-là. C'est vrai. C'est vrai. Donc le toucher, l'ouïe et tout ça, en art, on n'a pas tellement l'habitude d'employer ça. Non, et c'est vrai, ça va faire écho avec tout petit extrait de texte après. Ah oui. Justement, où quand tu relèves cette particularité, c'est vrai que c'est plutôt le sens de la vue hein, qui habituellement est sollicité parce qu'on parle de l'art comme faisant partie des arts visuels. Et justement, c'est peut-être intéressant de découvrir qu'il y a tellement d'autres manifestations vivantes pour qui la vue n'est pas le sens prioritaire, n'est pas le sens premier, et qu'au contraire, ils s'inscrivent dans une interaction avec leur environnement qui passe par d'autres biais sensitifs ou sensoriels. Oui. Et c'est là que c'est un éveil, en tout cas, une prise de conscience qui peut-être est plus forte que si on nous raconte les choses par un discours, quand on peut le vivre et le ressentir dans son propre corps. Oui, tout à fait. Donc c'est là que la transposition artistique peut être très intéressante à travers des grandes mises en œuvre. Ça peut sembler démesuré hein, quand vous voyez toute la salle qui est investie par des fils. Mais ça permet aussi, il n'y a pas un seul être humain qui est dans l'espace, il y en a plusieurs. Donc on est dans cette idée d'un partage, d'une collaboration en allant vers cette idée d'une présence collective dans un lieu.
il faut savoir aussi, ça je ne sais pas vous faire entendre, mais que par rapport à ces interrelations entre les différentes sensations, à différents moments de l'exposition, il y a eu la présence de musiciens qui ont, par l'intermédiaire d'instruments, transposé justement tout ce qui était vibratoire, donc l'ont traduit en son, et qu'il y avait des sources sonores très très. Donc j'avais noté par exemple des enregistrements relatifs à des espèces sous-marines. Donc un télescope avec un hydrophone avait été placé donc, dans l'espace marin. Ils ont aussi réussi à capter des bruits, dit-on, anthropogéniques, donc des formes de pollution sonore sous-marine dont nous ne sommes absolument pas conscients. Et malheureusement, que la présence humaine augmente et qui a un effet très négatif sur les différentes présences vivantes à l'intérieur donc, des océans. Tout ça a été saisi, l'enregistrement, si vous voulez, a été diffusé dans différentes salles et ça nous permet aussi de découvrir tout ce monde, toute cette présence vivante uniquement à travers la réalité sonore. Et donc, il y a des enregistrements qui étaient présents des trajectoires, si vous voulez, de ces différentes particules de matière qui pouvaient être découvertes au fur et à mesure de l'exposition. On dit ces particules de poussière, poussière ordinaire, poussière cosmique, les pollens, par exemple, les fumées. Donc, à chaque fois, enregistrées et diffusées de manière sonore pour nous permettre de nous rendre compte de l'importance de cette présence, de leur trajectoire, de leur concentration. Donc, c'est un système alternatif. C'est utiliser une dimension visuelle et la transposer en caractère sonore. C'est le même principe qu'ici. Ce sont des choses aussi qu'on peut voir de temps en temps. Moi, je me souviens, il y a plusieurs années, une grande ortie qui était prête, si vous voulez, à diffuser son pollen. Et par rapport à la qualité d'un rayon de soleil, avec juste la qualité du vent, donc du déplacement de l'air qui était nécessaire, en une fois, toute la partie sommitale de l'ortie, comme ça, a libéré son pollen et a livré un déplacement d'un jaune verdâtre. C'est des moments d'une beauté extrêmement rare. Donc voilà, là, tous les facteurs étaient réunis pour que je puisse le découvrir, mais ici, ça fait l'objet d'enregistrements et c'est diffusé à différents moments dans l'espace d'exposition. Et je vous glisse petite réflexion, donc en page 80 de La part de l'œil, où Maud Agelstein dit « Le sol, idéalement, quand on augmente les points de contact en s'y couchant, offre une perception tactile des infrasons qui sont amplifiés. On sent donc avant de les entendre, et parfois sans les entendre, des fréquences ou des vibrations qui restent inaudibles en temps normal. L'œuvre perturbe volontairement l'opticocentrisme, qui serait le propre de l'homme occidental, et le fait devenir, à une échelle dont la puissance est moindre, une araignée. » Moi, ça fait un petit peu écho à la réflexion que Marie vient d'émettre il y a quelques minutes. Donc, cette œuvre ici, Algorithme, perturbe volontairement l'opticocentrisme qui serait le propre de l'homme occidental. Ça peut aussi faire écho à David Abraham, qui s'étonne de notre incapacité à communiquer avec l'extra-humain, puisque on a peu déployé nos autres sens en privilégiant uniquement le visuel. Alors, je me permets de faire cette relation. Vous vous souvenez, logiquement, à un moment donné, vous avez dû vous retrouver devant cette œuvre dans notre cours d'histoire de l'art de Piero della Francesca. Ça, je peux prendre un autre travail, hein. Mais simplement, cette peinture est une des premières à engager le système de la mise en perspective lors de la Renaissance. Et vous voyez, vous vous souviendrez que dans la partie droite de l'image,
tout à fait au bord de l'image se tient l'être humain. Les trois hommes, tels des statues. Vous savez aussi que ce système de mise en perspective de l'espace est donc une projection nouvelle, c'est une science nouvelle de la connaissance que l'être humain a déployée, s'étant libéré, si vous voulez, de la contrainte de l'Église ou des valeurs de l'Église, et en se disant qu'il a d'autres capacités de comprendre le monde, de s'en rapprocher et de s'en donner